Chers étudiants, nous allons consacrer ce cours à la première partie de la génétique, donc la génétique générale, génétique mendélienne, et nous allons voir ensemble les débuts de la génétique tels qu'ils ont été faits auparavant, avec notamment la division cellulaire, le cycle cellulaire et les croisements effectués par Mendel pour conclure avec les lois fondamentales énoncées par Mendel. Le cycle cellulaire représente la partie la plus importante dans la vie de la cellule. Nous avons un cycle ou bien une partie G0 où les cellules sont quiescentes. Les cellules quiescentes, c'est-à-dire ce sont des cellules qui sont dans l'indivision, elles sont au repos, elles ne se divisent plus, ou bien c'est des cellules qui viennent de quitter la division, elles ont fait leur division pour se reposer et éventuellement entamer le cycle suivant. Le cycle G1, ou bien la partie G1, c'est lorsque les cellules se décident à y aller vers un cycle de division, un deuxième cycle de division. Et il existe un point de non-retour. Le point de non-retour, c'est lorsque les cellules sont commises. Elles ont décidé d'entrer en division cellulaire, en mitose ou en méiose. Et là, elles vont entrer dans la phase S, qui est la phase de synthèse de l'ADN, donc la phase de réplication de l'ADN, ainsi de suite. Donc tout ce qui est réplication du matériel génétique, suivi d'une partie de prolifération en quelque sorte, et un point de contrôle entre G2 et M. Lorsque l'ADN est répliqué, les cellules vont aller en division cellulaire. Et à chaque fois, il y a des points de contrôle pour que la cellule, soit elle quitte, soit elle continue. La division cellulaire, mitose ou méiose, sont les éléments clés de la croissance pour la mitose et de la régénération pour la méiose. C'est ici qu'on forme des gamètes. C'est ici que l'on réduit temporairement les cellules à 2N en cellules à N ici pour former les gamètes qui vont s'unir une deuxième fois afin de former un organisme diploïde. Nous allons suivre ici l'évolution de deux paires de chromosomes, que ce soit en mitose ou en méiose. Regardez bien en mitose comment les chromosomes sont indépendants les uns des autres et regardez en prophase déjà comment les chromosomes homologues, regardez cette paire et cette paire, regardez les chromosomes homologues, comment ils s'unissent en paire et s'échangent du matériel génétique. C'est l'essence de la méiose. Lorsqu'il y a cet échange, c'est la recombinaison, c'est la formation des chiasmes, c'est les crossing over, chose qui n'existe pas ici. En métaphase, les chromosomes s'alignent de façon presque aléatoire sur la plaque équatoriale dans le cas de la mitose, mais dans le cas de la méiose, ils s'alignent d'une façon longitudinale, de telle façon à ce que chaque paire de chromosomes soit alignée de telle façon que les centromères soient orientés vers le haut ou bien vers le bas pour par la suite réaliser la division réductionnelle qui réduit le nombre de chromosomes. Donc ici, en méiose, nous avons la migration, la séparation puis la migration des homologues. Ici, nous avons la séparation et la migration des chromosomes directement. C'est-à-dire, ici, il y a
migration avec rupture des centromères en mitose. Ici, il y a migration, séparation, sans rupture du centromère. Regardez, le centromère, il est ici, il est ici, il est ici et il est ici. Ce n'est que pendant la deuxième phase de la deuxième méiose, c'est-à-dire, voilà, la deuxième partie de la méiose, qui est assimilable à une mitose, qu'il va y avoir séparation entière avec rupture des centromères et formation des chromosomes ici. Regardez, il va y avoir un seul exemplaire du grand chromosome qui est ici et un seul exemplaire du petit chromosome qui est ici. Nous avons démarré d'une cellule à 2n égale 4. Nous avons abouti à une cellule à n égale 2. Donc, la moitié de la garniture chromosomique de la cellule originale. Maintenant, lorsque les gamètes se rencontrent d'une façon aléatoire pendant la fécondation, ils vont reformer la cellule à 2n. Voici les principaux événements de la mitose et de la méiose, toujours. Regardez, les paires de chromosomes homologues au départ. Formation des chromatides, regardez ici, c'est toujours le même principe. Il y a formation des chromatides, que ce soit en mitose ou en méiose. Il y a l'alignement individuel des chromosomes. Il y a l'alignement des homologues, ici. Regardez, les homologues, ils sont là. Ici, il n'y a pas d'homologues. Ils se séparent, ils sont séparés dès le début. En anaphase, il y a séparation ici, il y a rupture, alors qu'ici, il n'y a pas de séparation. Regardez, la séparation, elle est entre homologues uniquement. Ce chromosome se sépare de celui-ci. Mais ici, les chromatides sont toujours restés collés par les centromères. Ce n'est que pendant l'anaphase 2 que les chromatides se séparent et ils forment par la suite des chromosomes complets et des gamètes. Lors de ces expériences originales, il faut le souligner, Mendel a étudié un certain nombre de caractères chez le pois de jardin. Il a étudié la forme des graines qui sont rondes ou ridées, elles sont homogènes, ou bien elles sont homogènes comme ici, ou bien elles sont ridées. Les graines peuvent être jaunes ou vertes, elles peuvent avoir des pétales violets ou blancs, elles peuvent avoir des cosses gonflées ou étroites, ou bien elles peuvent être de couleur verte ou bien de couleur jaune. Quant à la plante elle-même, elle peut avoir des fleurs axiales, donc au niveau des axes de la plante, sur l'axe principal, à droite ou bien à gauche. Ou bien elle peut avoir des fleurs terminales, c'est-à-dire complètement à la fin de la plante. Les tiges sont longues ou courtes, elles sont appelées aussi géantes ou bien naines. Regardez bien cette plante, elle peut atteindre parfois 2 mètres de hauteur. Par contre, celle-ci, à peine si elle arrive à 50 cm de hauteur. Donc ce sont ces caractères individuels qu'a étudié Mendel au début de ses expériences. Pour faciliter les choses, il a étudié ou bien il a isolé caractère par caractère. Par la suite, pour arriver à étudier 2 caractères en même temps. Donc l'idée, c'était, par exemple, de croiser des plantes de petits pois qui diffèrent entre elles par un seul caractère, celui, par exemple, de la tige géante par rapport à la tige naine. Il y a aussi des façons très simples de faire les croisements et la fécondation. Il peut y avoir une pollinisation croisée ou bien une autofécondation.
La pollinisation croisée fait intervenir deux plantes. Donc on prend le pollen de cette plante, hein, à l'aide d'un petit pinceau avec des feuillets ou bien des fils pour aspirer en quelque sorte les pollens. Ils se collent facilement et on les met sur une deuxième plante, une deuxième feuille, après avoir enlevé les anthères. Voilà. Et donc on peut féconder de cette façon, comme on peut avoir une autofécondation dans la même plante, dans la même fleur. Donc c'est pour ça que l'un c'est une fécondation croisée, l'autre c'est une autofécondation ou bien autopollinisation aussi. Et bien entendu, lorsqu'on fait les deux croisements, on va voir par la suite qu'on arrive à des proportions différentes. Je disais tout à l'heure que Mendel a utilisé dans ses croisements originaux un seul caractère et il en a utilisé plusieurs. Les premiers qui ont été utilisés, les voilà, donc les phénotypes des parents. La graine, elle est lisse, elle est croisée par un deuxième parent dont la graine est ridée. Et à la F1, on a obtenu des individus lisses. Et c'est à partir de là que l'on comprend que lorsque on croise des individus homozygotes avec d'autres individus homozygotes, ici, lisse est homozygote, c'est un premier parent, ridé est homozygote, c'est un deuxième parent, on a trouvé à la F1 une seule catégorie d'individus, un seul phénotype. Toute la F1 est de nature lisse, donc elle ressemble à ce parent. Mais on va voir que génotypiquement, elle ne ressemble pas à ce parent, mais elle est un hybride entre les deux parents. Lorsque les graines lisses de la génération F1 ont été semées, puis la récolte a été réalisée la saison d'après, nous avons obtenu un certain nombre de graines, vous pouvez le constater ici, 5474 de graines de forme lisse contre 1850 de forme ridée, avec un rapport qui est très proche de 3-1, ou bien 75%, 25%, 3 quarts contre 1 quart. La même chose dans le deuxième croisement, quand les graines sont jaunes ou bien vertes. À la fin, on s'est retrouvé avec la F1 de couleur jaune et la F2 avec un rapport 3,01 pour 1, donc c'est toujours 3 quarts de plantes ayant donné des graines de couleur jaune contre 1 quart, c'est des graines à couleur verte. Les pétales aussi, c'est un caractère pourpre ou bien blanche. À la F1, nous avons trouvé une seule couleur, c'est pourpre, et même s'il y a une légère déviation pour 3 quarts ici, et 1 quart, mais ça reste toujours 3 quarts, 1 quart pour la distribution entre pourpre et la couleur blanche. La tige, le croisement entre deux plantes de tige géante ou bien de tige naine, une à tige géante, une à tige naine, a donné naissance en F1 à des plantes à tige géante à 100%, comme le caractère pourpre, comme le caractère jaune, comme le caractère lisse. Ce n'est qu'à la F2 qu'on a obtenu le caractère nain. Il s'est exprimé, mais il s'est exprimé avec une proportion moindre par rapport au caractère dominant. Donc, ici, nous avons 2,84 plantes à tige géante pour une plante à tige naine, donc c'est proche du rapport 3-1.
La fleur, donc, elle pouvait être axiale ou bien terminale. Donc le croisement aussi de plantes ayant une fleur axiale avec une plante ayant une fleur, la position terminale, a donné naissance en F1 à 100% de plantes à fleurs axiales. Donc regardez, la F1 à chaque fois, elle est homogène, elle ressemble à un des deux parents, c'est-à-dire le parent dominant, et elle est donc d'une seule couleur ou d'une seule forme, donc elle est d'un seul phénotype. À la F2, on voit apparaître le phénotype récessif minoritaire et on trouve donc globalement le rapport classique de 3-1. Mendel a constaté qu'à chaque fois qu'on croise deux individus qui diffèrent par un seul caractère, à la F1, on trouve une seule génération filiale homogène, de même forme, de même couleur. Et à la F2, on trouve un rapport 3-1. Mais il a expliqué par la suite que le rapport 3-1 est un trompe-l'œil. En réalité, il s'agit d'un rapport génotypique d'abord qui est de 1, 2, 1, mais qui rassemble 1 et 2 pour faire 3-1. On va l'expliquer bien entendu dans un moment. Comme signalé ici, donc l'étape suivante de Mendel, c'était de tirer des conclusions et d'expliquer ce qui s'est passé à partir de ces croisements. C'est ainsi que Mendel a parlé pour la première fois de l'existence de déterminants héréditaires. Il y a quelque chose qui est passé du parent 1 en association avec le parent 2 pour former le nouvel individu. Aujourd'hui, c'est ce qu'on désigne par des gènes ou bien par des allèles, mais à ce moment-là, Mendel n'a pas utilisé le terme gène, mais uniquement des déterminants héréditaires ou bien des facteurs héréditaires. Chaque plante adulte possède 2 de ces déterminants pour chaque caractère étudié. Et les membres constituant une paire de gènes se séparent équitablement parmi les gamètes, que ce soit des ovules ou bien des spermatozoïdes. Donc pendant la formation des gamètes, il y a séparation, et c'est ce qu'on avait vu il y a un moment lorsqu'on a évoqué la méiose. Il y a séparation des homologues d'abord, puis des chromosomes pour que chacun ou chacune des cellules, chacun des gamètes qui sont formés prendra un seul exemplaire du caractère ou bien de n'importe quel caractère. Voilà, donc par conséquent, en conclusion, chaque gamète obtient une seule copie de chaque paire de gènes. On peut le voir ici dans ce schéma. Nous avons un parent de race pure croisé avec un deuxième parent de race pure, on forme une F1 homogène. Voilà, elle est homogène, une seule catégorie et elle ressemble à ce parent. Lorsqu'on fait de l'autofécondation, on obtient 3/4 et 1/4. Et lorsqu'on fait un croisement avec une autre plante, éventuellement une plante verte, donc la plante verte, elle est récessive dans ce cas, on obtient moitié-moitié de distribution des individus parce que l'individu qui est ici est hybride. Il n'est pas comme celui-là. Celui-là est homozygote, celui-là, il est hétérozygote. Donc si je prends la couleur jaune de la graine, cette couleur, elle est jaune de race pure, homozygote. Par contre, cette couleur, elle est jaune, hétérozygote et de race impure.
dans ce jaune, dans ce grain, il y a les caractéristiques du vert. Mais ils n'ont pas pu s'exprimer tout simplement parce que le jaune a dominé le vert, ou bien le vert est récessif devant le jaune. L'explication qu'on peut réaliser ici avec de la symbolique, avec des symboles. En première génération parentale, nous avons le symbole YY dominant et petit y récessif. À la F1, regardez, cet individu, il est homozygote, il donnera un seul type de gamète. Cet individu aussi, étant homozygote mais récessif, donnera un seul type de gamète. Et ça va donner en F1 le mélange Y provenant du dominant et petit y provenant du récessif. Mais cet individu, c'est-à-dire celui-là, il est jaune grâce à la présence du grand Y qui domine le petit y qui est juste à côté de lui. À la génération suivante, si on prend une ségrégation normale des caractères, regardez bien, un demi de Y et un demi de Y, de petit y. Et de la même façon ici, lorsqu'on croise YY, grand Y, petit y, croisé par grand Y, petit y, donc de ce côté, on aura, par exemple, on dira le parent mâle fournit 50% de gamètes grand Y, 50% de gamètes petit y. Le parent femelle fournit 50% de gamètes grand Y, 50% de gamètes petit y. Il suffit maintenant de croiser les gamètes qui sont ici avec les gamètes qui sont là pour former les individus. Et bien entendu, quand on croise un demi de grand Y avec un demi de grand Y, on trouvera un quart grand Y, grand Y. Ce gamète avec celui-là, il va donner un quart de grand Y, petit y. Et la même chose, bien entendu ici, un quart de grand Y, petit y, c'est le croisement de ce gamète avec celui-là, et le croisement de ce gamète avec celui-là, un demi petit y avec un demi petit y, nous allons former des individus avec la proportion un quart petit y, petit y. Donc, dans une interprétation génotypique, j'ai un quart grand Y, un demi grand Y, petit y, regardez l'addition de un quart grand Y, petit y et un quart grand Y, petit y. C'est le même phénotype, plutôt c'est le même génotype d'abord, c'est le même génotype, qui est différent de celui-ci. Donc, celui-ci représente un quart grand Y, celui-ci représente, ces deux-là, ils représentent la moitié, donc un demi grand Y, petit y, et ce génotype récessif, homozygote, petit y, exprimé à un quart. Et donc, nous avons la distribution génotypique 1, 2 et 1. Un quart, moitié, un quart. Je répète, 1, 2 et 1, un quart, moitié, un demi et un quart. Et c'est ce qu'a dit Mendel, c'est ce qu'on a vu dans la précédente diapo. Lorsque on croise les individus ici en F1 avec un individu homozygote récessif, l'individu homozygote récessif fournira uniquement des gamètes petit y. Et celui-là qui est hétérozygote, il fournira bien entendu des gamètes grand Y et des gamètes petit y. Et au croisement, on formera moitié d'individus grand Y, petit y, donc ils sont de couleur jaune, et moitié
petit y, ils sont de couleur verte. Donc on a vu tout à l'heure, lorsqu'on faisait le croisement de cette nature, on formait 3/4 et 1/4, et le voilà ici. Et lorsqu'on croisait les individus issus de F1 avec un autre individu homozygote récessif, on obtenait moitié-moitié. Et c'est ce qu'on peut revoir ici d'une façon générale en prenant des gamètes plutôt le caractère A, grand A pour dominant, race pure dominante, petit a pour race pure récessive. Chacun des deux fournira un seul type de gamète, grand A pour le premier, petit a pour le second. L'union de ces deux gamètes représentera le zygote avec le génotype grand A, petit a. Lorsque on fait le croisement par la suite du côté ovule, on aura, alors à partir de cet individu, on aura des gamètes ou bien des ovules grand A à 50%, petit a à 50%. Regardez, cet individu, il fournira soit grand A, soit petit a comme gamète. Il n'a pas un autre choix. C'est pour ça que nous avons moitié. De l'autre côté, les spermatozoïdes, c'est le même principe. Moitié grand A, moitié petit a. Le croisement le croisement aléatoire, la rencontre spontanée, hasardeuse des spermatozoïdes avec les ovules, donc permettra la rencontre de ce spermatozoïde avec cet ovule. On formera 1/4 de grand A. Toujours ce spermatozoïde avec cet ovule, on formera 1/4 grand A petit a, ou bien la rencontre du deuxième type de spermatozoïde, 1/2 de petit a avec 1/2 de grand A, on formera grand A petit a comme celui-là, ou bien la rencontre des récessifs entre 1/2 de petit a croisé avec 1/2 de petit a, on formera des individus à 1/4 de probabilité, mais récessifs sur les deux allèles petit a et petit a. Le rapport final du génotype, il est 1 ou bien 1/4 grand A, la moitié grand A petit a et 1/4 petit a. Ça, c'est le génotype. Lorsqu'on regroupe les phénotypes, on doit regrouper les phénotypes qui se ressemblent. Celui-là, il est génotypiquement grand A. Celui-là, il est génotypiquement grand A petit a. Ils sont différents génotypiquement, mais ils sont identiques phénotypiquement. C'est pour cela qu'on les met dans la même classe phénotypique et ça va donner 3/4 d'individus de phénotype commun contre 1/4 d'individus d'un autre phénotype. À partir de ce point, Mendel est arrivé à énoncer sa première loi de ségrégation des caractères. Le principe de la ségrégation qui stipule que deux membres d'une paire d'allèles, d'une paire de gènes, se séparent l'un de l'autre pendant la formation des gamètes. Donc pendant la formation des gamètes, il y a des chromosomes, il y a des allèles. Nous en avons tous deux exemplaires. L'un, on l'a hérité de notre père, l'autre de notre mère. Mais pendant la formation des gamètes, chaque gamète retiendra un seul exemplaire, une seule copie, et dans le but de s'unir par la suite pour reformer l'individu diploïde. Les progénitures seront formées par une combinaison aléatoire des gamètes. Donc vous avez des gamètes issus du parent mâle, des gamètes issus du parent femelle. L'union aléatoire de ces parents va former des individus de phénotypes différents. Puisqu'il s'agit chez les organismes supérieurs, notamment chez l'être humain,
il y a la méiose. La méiose, à cause du brassage des chromosomes, à cause de leur rencontre, à cause de la méiose, à cause de la recombinaison génétique, il y a échange de matériel génétique. Donc les chromosomes que l'on retrouve à la fin dans les gamètes ne sont jamais les mêmes. Et c'est ainsi que nous ne nous ressemblons pas. Même dans une même fratrie de plusieurs individus, il y a toujours des différences significatives entre les frères et sœurs de la même famille, sauf s'il s'agit bien entendu de vrais jumeaux. Dans ce cas, ils vont se ressembler, comme on dit, comme deux gouttes d'eau. En proposant le principe de ségrégation, Mendel a clairement différencié, et pour la première fois, entre les facteurs, ou bien les déterminants dont il a parlé la première fois, qui déterminent les gènes, les traits, donc le génotype, et les traits eux-mêmes. Les traits, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Le phénotype, donc, par exemple, la forme de l'œil, c'est un phénotype. L'ensemble des gènes qui gouvernent la forme de cet œil, c'est le génotype. Par la suite, beaucoup de chercheurs se sont initiés à croiser des individus divers. Notamment, on est sorti de la plante, du petit pois. On est allé notamment vers la drosophile. Après avoir fait le tour au niveau de la drosophile, on est allé vers les mammifères, notamment les souris et les cochons d'Inde. Et c'est l'exemple qui a été pris ici en considération. Les cochons d'Inde, ce sont des petits mammifères qui ont un pelage. Donc, on peut étudier la coloration de ces cochons d'Inde. Lorsqu'on considère chez ces animaux, ces petits animaux, que la couleur noire domine la couleur blanche, on part du principe d'un gène grand B qui domine le gène petit b, ou bien de l'allèle grand B qui domine l'allèle petit b. Donc on peut croiser des individus noirs homozygotes avec des individus noirs homozygotes. Donc la même catégorie d'individus. D'un point de vue génotype, ils sont grand B, donc ils sont noirs à 100%. Et lorsque on croise ces individus entre eux, grand B, croisés par grand B, on ne peut former que des individus du même génotype grand B, et de phénotype noir à 100%. Lorsqu'on croise, en deuxième point, des individus noirs homozygotes avec noirs hétérozygotes, donc grand B croisé par grand B petit b, on obtient la moitié des génotypes sont grand B et l'autre moitié, elle est grand B petit b. Mais phénotypiquement, ils sont tous noirs à 100%. Ces individus sont noirs homozygotes, ces individus sont noirs hétérozygotes. Lorsqu'on croise des individus noirs homozygotes avec des blancs, noirs homozygotes grand B, blanc petit b, on obtient, c'est exactement l'exemple de Mendel tout à l'heure avec les plantes, on obtient des individus hétérozygotes de race impure, grand B, petit b, mais ils sont noirs à 100%. La présence d'un seul grand B, comme ici d'ailleurs, la présence d'un seul grand B empêche l'expression de petit b et fait en sorte que le pelage sera de couleur noire. En quatrième lieu, lorsqu'on croise des individus noirs hétérozygotes avec des individus de même phénotype, noirs hétérozygotes et de même génotype, grand B croisé par grand B, on revient c'est comme si on a croisé
les individus de F1 de tout à l'heure, ceux de Mendel, pour obtenir une deuxième génération. Donc, grand B petit b croisé par grand B petit b nous donne un quart grand B, moitié grand B petit b, donc tout ce beau monde représente 3/4 de noir, contre un quart petit b qui donne des blancs. Le cinquième type de croisement monohybride qu'on peut réaliser, c'est des individus noirs hétérozygotes contre des blancs. Noir hétérozygote grand B petit b contre petit b. Ça nous donne moitié grand B petit b, moitié petit b. Regardez bien, celui-là il donne deux types de gamètes, celui-là il donne un seul type. Le petit b qu'il donne ici comme gamète, il a la possibilité de se croiser avec le petit b, donc il va donner des petits b, ou bien il a la possibilité de se croiser avec le grand B et on aura des individus grand B, petit b, donc noirs. Le sixième type de croisement, il s'agit de croiser des individus blancs entre eux. Et voilà. Petit b croisé par petit b, on obtient 100% petit b. C'est à peu près ce qui s'est passé ici. Homozygote, on obtient des homozygotes. Homozygote, on obtient des homozygotes. La différence, c'est que c'est des homozygotes dominants et ici, c'est des homozygotes récessifs. Il n'existe pas un septième type de croisement qu'on peut évoquer ici. Ce sont les 6 types de croisement homo-hybrides ou bien monohybrides qu'on peut rencontrer dans la nature si l'on considère bien sûr un seul caractère à la fois. Le test cross est un exemple particulier de croisement qui échappe, bien entendu, aux lois de Mendel, mais il n'échappe pas au principe fondamental de la ségrégation. Ici, le test cross, comme son nom l'indique, en anglais, test, donc vous pouvez le comprendre, cross, c'est le croisement. C'est un croisement test. On teste les individus. On essaye de lever un doute sur l'appartenance génotypique de l'individu. C'est pour ça que j'ai donné cette définition. Le test cross est réalisé afin de lever le doute entre un individu homozygote et un autre hétérozygote de même phénotype. Voilà. Tout à l'heure, si on revient ici, regardez ici, par exemple, ces cochons d'Inde. L'un est grand B, l'autre est grand B, petit b. Ils sont 100% noirs. Maintenant, si je prends ces deux cochons d'Inde et vous ne connaissez pas leur historique, le croisement, vous ne connaissez pas ce génotype, ni ces génotypes ici, mais vous avez vu devant vous deux cochons d'Inde de couleur noire. Et on vous dit que l'un d'eux est homozygote, l'autre est hétérozygote. Il n'existe aucun moyen de savoir phénotypiquement, c'est-à-dire en regardant la couleur, on ne saura jamais lequel est l'homozygote, c'est-à-dire grand B, et lequel est hétérozygote, c'est-à-dire grand B, petit b. C'est ainsi qu'on fait appel à ce test cross. Alors, nous avons ici deux possibilités. Le parent noir, toujours, croisé avec le parent récessif. Regardez bien, l'individu testeur doit être homozygote récessif. Le parent noir, c'est l'individu testé. Le parent blanc, c'est l'individu testeur. C'est lui qui teste. On l'utilise pour tester. Donc, nous démarrons d'un principe que le parent noir, il a au minimum un grand B. Il a un deuxième allèle ici, et officiellement,
avant le démarrage des deux croisements, on ne sait pas s'il s'agit d'un deuxième grand B ou s'il s'agit d'un petit b. Mais dans les deux cas, il est noir. La même chose pour le deuxième croisement. On ne sait pas ici s'il y a un deuxième grand B ou bien s'il y a un petit b. Mais si on se projette dans des visions et on regarde les gamètes et les individus qui sont fournis par les deux individus. On prendra par exemple le premier croisement. Cet individu noir a fourni des gamètes grand B et des gamètes petit b pour celui-là. Donc celui-là, il a fourni 100% de gamètes grand B. Celui-là, il fournit toujours 100% de petit b. Dans le deuxième croisement, celui-là, il fournira toujours 100% de petit b. Et cet individu, il a fourni, contrairement à celui-là, contrairement au premier, il a fourni 50% de gamètes grand B et 50% de gamètes petit b. Au génotype, on trouve 100% de gamètes, 100% grand B petit b, et de ce côté, 50% de génotype grand B petit b et 50% de génotype petit b. Donc, les individus qui sont ici, ils sont tous noirs, grand B petit b. Les individus qui sont ici, ils sont noirs et blancs. Théoriquement, moitié noir, théoriquement, moitié blanc. Et la conclusion ici, c'est que du moment qu'on a trouvé ici des individus noirs à 100%, on revient maintenant vers le haut, c'est pour conclure que la femelle qui a été utilisée ici, elle devait être de génotype homozygote. Pourquoi elle doit être de génotype homozygote? Parce que elle a donné le croisement avec un individu blanc, a donné naissance à 100% d'individus noirs, malgré le fait que l'individu blanc a donné le gamète récessif. Mais parce que cette femelle qui est là a donné 100% de gamète grand B, le petit b n'a pas pu faire le poids et n'a pas pu s'exprimer. D'où la naissance de 100% d'individus ayant la couleur noire de leur pelage. Automatiquement, la deuxième femelle, elle est hétérozygote, mais elle est hétérozygote pourquoi? Elle est hétérozygote parce que son croisement avec le parent blanc a donné naissance à des individus blancs. Ces individus blancs ne peuvent être formés que sous une condition qui doit se réaliser, une double condition. L'une, c'est la rencontre de petit b en provenance du parent blanc et un deuxième petit b qui provient du parent noir. Donc, cette cochon d'Inde, cette femelle, elle doit être obligatoirement hétérozygote de génotype grand B, petit b. Voici comment on peut faire la distinction entre deux cochons d'Inde, tous les deux noirs, mais l'un d'entre eux est de génotype homozygote dominant, par exemple grand B, et l'autre de génotype hétérozygote, mais toujours dominant, puisqu'il donne la couleur noire, mais de génotype grand B, petit b. Voilà, j'arrive à la fin de cette première partie, si on peut la nommer ainsi, de la génétique mendélienne, qui est dédiée spécialement au croisement entre deux individus qui diffèrent par un seul caractère, mais avec la caractéristique de dominance, c'est-à-dire un allèle domine l'autre. Et donc nous avons vu la première loi fondamentale de Mendel, qui est la ségrégation des caractères pendant la formation des gamètes. Je vous remercie pour votre attention et on se verra